tout cas, avant de commencer, permettez-nous de vous présenter nos excuses pour ce retard. Nous avons eu un contrôle de police à Paris qui nous a bouffé pratiquement 45 heures du temps. Donc, ce qui a voulu que nous soyons en retard aujourd'hui, indépendamment de notre bonne volonté. Donc, nous allons vous demander juste de nous donner 5 à 10 minutes de temps de régler tout ce qui est technique et ce qui nous permettra enfin de lancer les hostilités. En tout cas, je tenais à vous remercier, vous, toutes et tous qui êtes là, de votre présence. Et je pense que nos ancêtres, ceux pour lesquels nous devons notre vie, ceux qui ont sacrifié leur vie pour que nous puissions exister, ne peuvent que se réjouir de là-haut ou de là-bas ils sont. Je vais profiter de cette occasion pour saluer la mémoire de mon père, Nganga Chama Philémon, et celle de ma maman, Maya Moutou Pauline, les personnes pour lesquelles, si leur existence n'a pas été, nous ne serons pas ici pour parler du Congo. Je profite aussi de cette occasion pour saluer tous les martyrs du Congo, ceux qui ont payé de leur vie pour que nous puissions vivre aujourd'hui. Les noms, c'est une pléthore de noms et je ne pourrais pas citer tout le monde, mais depuis le 7e siècle à aujourd'hui, ces territoires-là, cette surface que j'appelle l'État indépendant du Congo, que nous appelons la République démocratisée du Congo et que certains appellent RDC, République démocratique du Congo, ne fait que comptabiliser des morts. Et à un moment donné, il faut que ses propres fils, les descendants de ceux qui ont survécu, ceux qui sont les rescapés du déluge, le déluge qui nous est imposé par l'impérialisme et le système qui nous bouffe matin, midi et soir. Voilà pourquoi, avant de commencer ce speech, nous avons besoin vraiment de saluer la mémoire de ceux qui ont vécu. Nous allons nous demander, s'il vous plaît, de nous lever et prendre 1 minute de silence en la mémoire de tous ceux qui sont morts pour le Congo. Merci beaucoup. Je suis ici pour vous présenter M. Zoro Bilal, M. Nganda. Aidez-moi à l'accueillir, s'il vous plaît. Retournez que ça, il est temps, retournez que ça. Aidez-moi à accueillir le rappeur, aidez-moi à accueillir le rappeur. Depuis la public présenté, le rappeur écrivain du livre Porte-Tracy. Nous sommes là pour le livre Porte-Tracy. Vous avez certainement entendu parler, mais il est là en chair et en os. Notre ami, notre frère, notre camarade. Il est là en chair et en os. Je reviens Solarien Ingeta. Bonjour, bonjour, Sorvillette. Bonjour. Avant de donner la parole, j'ai une question à te poser rapidement. Quelle est ton impression, avant de dire bonjour au public, quelle est ton impression d'être à cet endroit si particulier? Merci beaucoup, mon grand. On a toujours des frissons lorsqu'on rentre dans cet édifice que je considère, moi, comme une prison spirituelle. Et réunir autant de Congolais pour parler du Congo, du sang Congo, de l'Afrique, c'est quelque chose d'indéfinissable. Les mots n'auront même pas la profondeur de la lourdeur des choses que nous ressentons en ce moment. Tout ce qu'on peut dire, c'est remercier à tout le monde qui est ici de leur présence et j'espère vraiment que notre présence ici permettra à ce que nos ancêtres qui sont enfermés ici retournent à la maison. Merci, Zoro Bilal. Évidemment, je ne sais pas si vous êtes satisfait. Il a clairement répondu à ma question. Cette question est importante parce que vous devez comprendre les tenants et les aboutissants. Ce livre-là, comme je disais, il n'a pas été facile pour lui. Je termine avant de lui remettre la parole. Je voulais tout simplement dire qu'il n'est pas le premier écrivain africain, pas du tout, surtout de sa génération, pas du tout, les jeunes. Mais réaliser un jeune garçon diplômé qui pouvait bien faire son parcours universitaire, voire professionnel, cadre supérieur, pourquoi pas.
Mais seulement aujourd'hui, il a compris qu'il pouvait marquer sa génération, s'élever, dire tout haut ce que beaucoup de gens ne peuvent pas dire. Et ces livres-là, vous allez découvrir, pour ceux qui vont les lire, même ceux qui sont dans la salle, qui l'ont lu, il y a des gens qui sont dans cette salle comme moi-même, ça nous a révoltés. Aidez-moi véritablement à écouter. Nous allons lui donner la parole. Merci encore, Zoro Bilel. Merci, mon petit frère, pour cette œuvre extraordinaire. Tu as la parole. Moi, je vais m'asseoir et on va tous t'écouter. Je vais signaler que les questions, il ne pourra pas répondre. Laissez-les d'abord parler. Les questions, je reprendrai la parole plus tard pour pouvoir donner, avec le micro, je donnerai la parole au fur et à mesure. Merci, Dati. Merci encore. Ingeta. Merci en tout cas à tous les panafricanistes du terrain qui sont ici. Merci à tous les Congomans ici de la nation Congo présents. Nous sommes réunis ici pour parler de ces livres, Bantoocratie 2021, la révolte de l'esprit. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons eu un empêchement. Il y a eu ce que nous appelons la volaille. La police française qui nous a interpellés alors que nous arrivons ici, qui nous ont bouffé une heure de temps, c'est qui a voulu que nous soyons en retard. Donc nous allons être expéditifs de manière à ce que, de manière succincte, nous puissions expliquer en profondeur ce qui pourrait paraître superficiel dans les mots que nous allons débuter ici. Le livre que nous avons écrit s'appelle Bantoocratie 2021. Très souvent, on me pose la question, pourquoi 2021? Lorsque je suis arrivé en Europe, précisément en Espagne, j'ai eu la chance de tomber sur un auteur qui s'appelle George Orwell. Il a écrit un livre en 1984. Donc, j'ai lu les livres, il parlait de Big Brother, il parlait de tout ce qui fait que la situation du monde d'aujourd'hui soit à désarroi. Et je me suis renseigné sur George Orwell. Je me suis rendu compte que le livre a été écrit en 1948. Donc, il a juste renversé les 48 en 84. Lorsque j'ai commencé à écrire ce livre, Bantoocratie, précisément, c'est en 2012. Lorsque les combats, la résistance Congo était vraiment à son apogée contre les systèmes qui assujettit les peuples au Congo et de surcroît en Afrique. J'ai écrit ce livre-là, je ne l'ai pas terminé. J'ai décidé d'arrêter en 2020. Et il fallait démarcher pour trouver des éditeurs qui pourraient publier le livre. Une fois que j'ai trouvé l'éditeur, il fallait bien donner le titre du livre. La thématique Bantoocratie, c'est une thématique que j'exploitais. Nous exploitons déjà depuis 2006-2011. Et il fallait que ça soit vraiment en concordance du temps. Et sauf que l'éditeur m'avait promis, le livre pourrait sortir en 2021. 2021 faisait les centenaires, le Fou Kimbangu, Vulusi Kimbangu. Et nous, dans notre combat, le leitmotiv, disons, l'énergie qui fait que nous puissions agir sur le terrain, c'est cet esprit-là qu'a porté Vulusi Kimbangu, cet esprit-là que lui-même a hérité de ses aïeux. Donc, pour rendre hommage à ces personnages mythiques de l'histoire Congo, et surtout à l'occasion du centenaire de son incarcération, c'est-à-dire 1921, nous avons décidé que le livre va s'appeler Bantoocratie 2021. Donc, je pense que j'ai répondu à cette question-là. Maintenant, on me pose la question, pourquoi Bantoocratie? Lors des premiers contacts entre les Lecodermes et les Belladonneurs, mais sur nos territoires, la question était, vous êtes qui? Nos ancêtres ont répondu, nous sommes des Bantous. Et la traduction a voulu, avec l'ethnologie colonialiste, que le Bantou soit défini comme l'être humain. Sauf que tout acteur du mot, du verbe, du discours, il sait que les mots, au-delà de ce que nous pouvons comprendre, à son étymologie, a des significations. Il fallait passer par la linguistique pour comprendre la signification du mot. Les premiers contacts dans les bassins du Congo, lorsque les Lecodermes sont arrivés, ils ont croisé les Bakongo. Et les Bakongo, lorsqu'ils parlent de Bantou, ils ne parlent pas de l'être humain. Bantou, c'est un mot, disons, pluriel du monde tout. Au singulier, nous disons Muntu. Et lorsque vous posez les Bakongo, pourquoi Muntu? Les mots qui donnent le sens, c'est le mot Ntu. Ntu, c'est la tête. Dans la tête, nous parlons du cerveau, nous parlons de l'âme, nous parlons de l'esprit. Tout ce qui veut qu'il y a, je dirais, 200 000 ans,
l'Homo sapiens a compris qu'il était plus intelligent que les autres créatures de la Terre. La tête. Ce qui fait la différence entre nous, les animaux, que nous appelons les humanoïdes, aux animaux du reste de la création. C'est les cerveaux, c'est dans les cerveaux que nous avons la conscience. C'est dans les cerveaux que nous avons l'esprit. C'est dans les cerveaux que nous avons ce que les Espagnols parlent d'anime. L'âme. Ce qui veut que je sois là, que nous soyons ici en train de réfléchir. Donc, il fallait revenir à l'étymologie du mot pour comprendre maintenant la quintessence de notre combat où il se trouvait. Donc, Bantou, désormais, chers compatriotes, ne disent plus Bantou, c'est l'être humain. Bantou, c'est ceux qui ont la tête, ceux qui ont le cerveau, ceux qui peuvent réfléchir, ceux qui peuvent apporter des solutions salutaires pour la communauté. Bantou, c'est le pluriel de Muntu. Muntu, c'est la tête. Donc, Bantou, ça fait les têtes. Et en écrivant mon livre, il était question de la direction, du pouvoir, de comment commander cette population-là. J'ai cherché un mot dans ma tradition Congo qui voulait que lorsque j'assemblerai le pluriel de Muntu, Bantou, avec ces mots-là, ça puisse créer un mot valise qui puisse être pertinent, toucher à tout le monde. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Et comme nous sommes dans les croisements des civilisations, et puisque mon message, notre message n'était pas un message qui concernait les Congos, l'État indépendant du Congo, les bassins du Congo, mais c'était un message qui concernait l'être humain partout où il est assujetti par le système. J'ai trouvé qu'il était impératif de mettre le mot kratie, qui vient du grec kratos, le pouvoir, commander, diriger. Donc, nous avons fait bantoukratie. Et lorsque nous disons bantoukratie, ça veut dire que les cerveaux doivent commander, les cerveaux doivent diriger. Et dans le livre, je propose une équation qui est très simple. J'ai dit à haute voix, lorsque vous mettez 10 000 malades mentaux en face de 9 999 savants, lorsque nous accédons à la démocratie, les 10 000 malades mentaux vont gagner parce que dans la démocratie, c'est le nombre, c'est la majorité. Alors que le problème que mon pays, mon continent, mon peuple est en train de subir est un problème qui n'a pas besoin de malades mentaux pour solutionner. Il fallait des gens capables de réfléchir, de trouver des solutions et de proposer les remèdes adéquats pour sortir le Congo, l'Afrique, de l'ornière où il se trouvait. Donc, j'ai renversé pour dire que dans la bantoukratie, lorsque vous mettez 10 000 malades mentaux en face d'un savant, c'est le savant qui va gagner parce que ce n'est plus une question de majorité, mais c'est une question d'intelligence. C'est l'intelligence qui fabrique des fusées. C'est le cerveau qui fabrique des avions. C'est le cerveau qui construit des ponts. C'est le cerveau qui propose des lois qui protègent la population. Et lorsque nous avons des gens incapables d'utiliser intégralement leur cerveau, tel est le cas du Congo et des surcroîts de l'Afrique, avec tous les avatars, la pléthore des avatars que nous avons, en partant du bassin du Congo, en allant vers l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest et le Nord comme le Sud, nous nous rendons compte que ce ne sont pas des humains que nous avons en face de nous, c'est des disjonctés, des malades mentaux. Lorsque vous avez une histoire qui a voulu que la traite transaérienne, la traite arabo-musulmane, qui a déporté plus de 17 millions d'Africains vers le Moyen-Orient, le Proche-Orient et l'Extrême-Orient, et que vous êtes en face d'une équation qui vous dit que lorsqu'ils attrapaient 5 Noirs en Afrique, un seul arrivait. Les 4 autres périssaient, mouraient soit dans le désert du Sahara, soit dans l'océan Indien. Donc, si on nous dit qu'il y a 17 millions qui sont arrivés, donc nous pouvons faire l'équation de 17 fois 4, ce qui va nous faire 34, 68 millions de morts par rapport à la traite transaérienne. Et quand il faut arrondir, on va dire 70 millions tout simplement. Lorsque nous regardons la traite transatlantique, on nous parle de plus de 20 millions, et voire plus que ça, déportés vers les Amériques, les Caraïbes, les Antilles. Et l'équation voudrait que parmi ceux qui traversaient de l'Atlantique aux Amériques jusqu'aux Caraïbes, les Antilles, il y en avait qui restaient dans l'océan Atlantique parce qu'ils ne pouvaient pas accepter l'assujettissement qui leur était proposé. Lorsque nous regardons, moi qui suis parti du Congo, l'expérience de l'Association internationale africaine
qui est devenu au 1er juillet, disons au 23 février 1885, l'État indépendant du Congo, propriété privée du roi des Belges Léopold II, avec ce qui est arrivé par la découverte de John Dunlop, l'Irlandais qui a découvert les pneus en fait. Les caoutchoucs a voulu qu'on puisse compter Isidore Ndayouel, un historien qui a fait des recherches, on puisse comptabiliser plus de 13 millions de morts au Congo. Rien que pour assouvir la volonté d'enrichir les rois des Belges Léopold II. Et lorsque, actuellement, nous sommes en face d'une situation de génocide que personne ne veut parler dans le monde, depuis le 10 octobre 1996 à aujourd'hui, le Congo a comptabilisé déjà plus de 12 millions de morts. Le dernier rapport sorti par rapport aux troubles que nous connaissons au Congo, c'est vers 2006, on parlait déjà de plus de 6 millions de morts. Comment se fait-il que la soi-disant communauté internationale ne puisse parler? Des rapports sont sortis par les Nations Unies. Encore en 2010, les Mapping Reports parlaient du génocide au Congo, accusés qui sont responsables. Mais qu'est-ce qui veut que le Conseil de sécurité, c'est-à-dire les 5 membres permanents qui dirigent, ne puissent pas mettre à jour, à la disposition de tout le monde, qui sont ces responsables de ces génocides que le Congo est en train de vivre aujourd'hui. Mais lorsque je parle du Congo, il ne s'agit pas seulement du Congo. Je parle du bassin du Congo, il ne s'agit pas seulement du bassin du Congo. Je parle de l'Afrique, il ne s'agit pas seulement de l'Afrique. Les meurtres, les assassinats, les massacres dans notre continent, sur notre peuple, c'est depuis le 7e siècle, lorsque l'archange Djibril, que les chrétiens appellent Gabriel, est apparu à un individu qu'on appelle Mahomet en 611 pour lui dire d'aller faire que le monde entier devienne le sujet d'Allah. En 622, nous tous, nous savons ce qui s'est passé, c'était l'Égypte. Les arabo-musulmans ont créé tout un système qui a voulu qu'ils puissent conquérir le Moyen-Orient, le Proche-Orient et l'Afrique du Nord. Mais dans leur conquête, ils étaient dans une seule optique, c'est-à-dire il fallait trouver la parade pour s'en sortir de ces génocides qui étaient en train de s'opérer à haute voix. Donc, nos ancêtres ont compris que dans ces écrits qui seraient inspirés par lui-même, mais c'est Dieu des musulmans, lorsque vous vous convertissez à l'islam, vous devenez frère. Et que cette conversion voulait que vous soyez épargnés des massacres. Parce que c'était simple avec les arabo-musulmans. Soit vous vous convertissez, soit ils vous assujettissent, ils vous tuent. Et lorsque nous parlons des Mansa Moussa, dont je vais revenir, lorsque nous parlons par exemple des Soundiata Keïta, de tous ces ancêtres en Afrique du Nord et Afrique de l'Ouest qui ont dû accepter cette religion-là à contre-cœur pour préserver leur population, nous devons réfléchir, nous, aujourd'hui là, lorsque nous tapons la tête au sol en regardant l'Orient sous prétexte que le soleil s'élèverait à l'Est. L'astrophysique, l'astronomie nous a répondu à cette question-là. Le soleil est à son endroit statique, il ne bouge pas. C'est la Terre qui tourne autour du soleil. Lorsque vous tapez la tête vers l'Est, soi-disant que vous êtes en train de prier parce que le soleil s'élève à l'Est, vous êtes dans un gros mensonge. Et l'histoire de nos rencontres avec ces peuples-là a été construite par un gros mensonge. Et ce gros mensonge-là, vers l'an 312, un monsieur qui s'appelle Constantin, qui sortait de la tétrarchie avec la Rome, l'Empire romain, qui contrôlait et l'Europe occidentale et une grosse partie de l'Asie mineure, les Proche-Orient, Moyen-Orient, a compris qu'il y avait une secte juive qui devenait populaire. La tétrarchie, c'était un système politique qui voulait que 4 rois puissent régner dans l'Empire romain, tellement l'Empire était énorme. Et il a compris que cette religion-là ramenait les gens ensemble. Et l'enseignement qui était diffusé était un enseignement qui demandait la soumission. C'est-à-dire, lorsque vous lisez la Bible, on vous dit, lorsqu'on vous tape par la joue gauche, vous donnez la joue droite pour avoir les retours. Les messieurs, lors de ces conquêtes, lors de ces combats, ils prétendraient avoir vu une croix qui lui aurait apporté la victoire. Je dis ça parce que nous allons revenir au Congo, nous savons cette histoire-là. L'histoire n'est que la répétition. Il va se convertir au christianisme. Et en 325, au concile de Nicée, il va réunir les évêques catholiques et chrétiens de l'époque orthodoxe
pour chercher à les mettre ensemble et surtout à faire de manière à ce que cette religion-là devienne l'outil politique. Et lors de cette réunion-là, ils vont se réunir pour se mettre ensemble. L'objectif, c'était plutôt de réfléchir comment cette religion-là pourrait devenir la religion d'État et surtout permettre à ce que nous puissions amasser les publics, les peuples autour. Parce que l'empereur voulait régner. Pour régner, il fallait avoir un peuple soumis. Mais pendant cette réunion-là, il va en profiter pour leur dire à haute voix, vous devez avoir un manuel qui va diffuser les messages de cette religion nouvelle que nous allons faire la religion de l'Empire. Lorsque nos frères chrétiens nous brisent la Bible, hein, lorsqu'ils nous parlent de Jésus, rappelez-vous que l'auteur, disons, c'est lui qui a voulu que la Bible soit écrite, qu'il soit à notre disposition, c'est Constantin. Méfiez-vous, ce n'est pas Messie Dieu là qui aurait inspiré. Messie Dieu n'a rien à voir avec ça. Et Constantin intimera l'ordre à tous ces gens-là d'éliminer tous les autres témoins qui ont relaté l'histoire de Jésus-Christ, citoyen juif, grec, romain. Ce qui a voulu que vous n'avez que 4 évangiles. Jésus avait plusieurs contemporains. Pourquoi il n'y a que 4 évangiles? Il avait 12 apôtres. Pourquoi il n'y a que 4 évangiles? J'ai posé la question une fois à quelqu'un qui me connaissait. Vous avez déjà lu l'évangile selon Marie-Madeleine? Avez-vous déjà lu l'évangile selon Judas? Tout le monde accuse Judas d'avoir vendu Jésus avec les baisers. Mais lorsque vous lisez l'évangile de Judas, il dit qu'il est en conformité avec la volonté de Dieu. Dieu voulait que Judas puisse vendre Jésus. Donc, s'il n'avait pas exécuté cet ordre-là, il serait en rébellion contre Dieu, mais c'est Dieu. Mais aujourd'hui, nos frères chrétiens, lorsque vous êtes trahis, on vous dit baiser de Judas. Je vais revenir à Constantin. Lorsqu'il est devenu empereur, lorsqu'il est devenu chrétien, le pape qui était à l'époque s'appelle Sylvestre. Sylvestre, c'est un pape qui n'avait pas du pouvoir, qui en réalité ne pouvait pas contrôler la religion en soi. Mais nos frères de l'Occident, de la royauté vers le 5e siècle, ont sorti un document qu'on a appelé la donation de Constantin. Constantin aurait transmis les pouvoirs de l'Occident à l'Église catholique, c'est-à-dire au pape, pour diriger le royaume en Europe occidentale. Et lui, il s'est retiré à Constantinople. Lorsque vous voyez les papes décréter, donner des lois que le monde occidental exécute et fait exécuter aux autres, c'est parti de cette donation-là qui a été révélée qui était un mensonge et faux. Je parle de cette donation parce que nous, au Congo, nous avons cette histoire-là. Lorenzo Valla, c'est un auteur qui a écrit un bouquin vers 1100, a fait des enquêtes là-dessus. Il démontre que cette donation-là était une fausse donation. Donc, l'Église catholique a utilisé soi-disant ces documents-là pour faire croire au monde que c'est eux qui avaient le pouvoir. Et qu'est-ce que l'Église catholique dira ensuite? Que Constantin, disons Sylvestre, aurait légué ces pouvoirs-là que Constantin lui aurait donné au roi de l'époque. Lorsque vous parlez des Carolingiens, des Mérovingiens, c'est ce qu'ils brandissent. Ils ont cette, comment dirais-je, cette forme de quitus spirituel de Dieu lui-même à travers la donation de Constantin par le biais des Sylvestre. Et curieusement, en 2016, les politiciens congolais se retrouvent au Centre épiscopal national du Congo pour signer un accord qui va prolonger la survie de Kabila. Ils vont sortir un accord qu'ils vont appeler accord de Saint-Sylvestre. Moi, j'ai été toujours sidéré de voir des politiciens congolais, j'ai toujours été sidéré de voir des hommes réfléchis congolais brandir l'accord de Saint-Sylvestre. Maintenant, personne ne s'est posé la question qui est Sylvestre. Sylvestre est ce pape qui a permis à l'Empire romain de politiser l'outil religieux. La religion, il faut faire la part des choses. Quand je parle de la religion, je ne suis pas en train de toucher à la spiritualité. Et tout ce que je suis en train de dire est expliqué dans le livre. Il faut faire la part des choses entre la religion et la spiritualité. La religion, moi je vais toujours en ordre étymologique, vient du latin religare ou religere. Religare, ça veut dire relier, et religere, ça veut dire relire. Nous sommes en train de relire quoi? Qu'est-ce que nous sommes en train de relier? Nous sommes en train de relire l'histoire de chaque peuple pour imposer notre histoire.
Qu'est-ce que nous sommes en train de relier? Nous sommes en train de relier les peuples pour qu'ils deviennent les sujets de l'Empire. Voilà pourquoi lui-même, Jésus, lorsqu'il a été ressuscité, après la Sainte Seine, il ordonna à ses apôtres, allez à travers le monde, faites de toutes les nations nos disciples. Monsieur Jésus, vous êtes envoyé pour sauver les Juifs. Les Juifs vous ont crucifié. C'est quoi la magie qui a voulu qu'après la crucifixion, vous puissiez demander à vos apôtres d'aller à travers le monde, de faire de tout le monde vos disciples? Moi, je suis Mukongo. Vous êtes Muluba. Il est Aoussa. Il est Bantou. Il est Bete. Il est Beke. Il est Berbère. Il est Moussi. Qu'est-ce qui veut qu'un Moussi puisse croire au sauveur des Juifs? Qu'est-ce qui voulait que moi, Mukongo, je puisse croire au sauveur des Juifs? Sachant que la Bible, Jésus-Christ est arrivé au Congo, là, sur la terre de mes ancêtres, en 1483, avec Diego Cao. Avant 1483, il n'y avait pas mes ancêtres. J'ai dit tout à l'heure, si je suis debout ici en train de parler, c'est parce que mes ancêtres ont existé. Et ces ancêtres-là ont passé des épreuves inimaginables. L'arrivée de Diego Cao n'est pas anodine non plus. Comment est arrivé Diego Cao au Congo? Diego Cao est arrivé au Congo parce qu'un monsieur appelé Henri, le navigateur, le fils du roi de Portugal, s'est rendu compte que lorsque les arabo-musulmans ont conquis tout le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, le commerce entre l'Occident et les Indes n'était plus possible. Donc, il est allé proposer à son papa, le roi du Portugal, d'aller conquérir les terres où les commerces que les arabo-musulmans effectuaient avec les Vénitiens. Et la première conquête a eu lieu à Ceuta. Ceuta qui est terre africaine, mais qui appartient à l'Espagne aujourd'hui. Et lorsqu'il a fait la conquête à Ceuta, il s'est rendu compte qu'il y avait de l'or en abondance et les arabo-musulmans faisaient commerce et de l'or et des esclaves. Donc, il s'est accaparé de cet or-là et ensuite il a dit à son papa, nous pensons que le business, ça se passe par là parce que nous ne pouvons plus commercer avec l'Inde directement. Nous devons réfléchir à comment conquérir les terres qui permettent aux arabo-musulmans de pouvoir commercer. Et dans cet ordre d'idées, la question s'est posée. Si nous ne pouvons pas aller vers les Indes, il doit avoir normalement un moyen de contourner pour arriver à l'Inde. Et Henri le navigateur, je reviens dessus, va créer ce qu'on appelle l'école des Sagres, 1415. L'école des Sagres réunit les navigateurs, les ingénieurs qui construisent des bateaux et tout, et des cartographes. Et parmi les cartographes qu'il va réunir, il y a un cartographe qui s'appelle Yehuda Kresk. Yehuda Kresk est le fils d'Abraham Kresk. Abraham Kresk, c'est qui? C'est celui qui a réalisé les portulans qu'on appelle l'Atlas catalan, 1375. Et dans cet atlas-là, on est en train de décrire les ports du monde méditerranéen et surtout où nous pouvons trouver les richesses. Et parmi les représentations qui se trouvent dans l'Atlas catalan, il y a Moussa Kanga, que nous appelons Mansa Moussa, que tout le monde appelle l'homme le plus riche du monde de tous les temps. Qu'est-ce qu'Abraham Kresk, qui est le papa de Yehuda Kresk, dit? C'est l'homme le plus riche sur ces terres. Il y a de l'or en abondance. Et si nous voulons avoir de l'or chez nous, nous devons savoir comment contrôler ces terres-là. Et curieusement, lorsque Henri le navigateur crée son école pour contrôler l'océan des ténèbres que nous appelons aujourd'hui l'océan Atlantique, à l'époque, ils appelaient ça l'océan des ténèbres parce que toute personne qui s'hasardait là-bas périssait. L'idée, c'était de réfléchir comment contourner, ne pas croiser les arabo-musulmans et atteindre les profondeurs de l'Afrique pour exploiter cet or-là et ces bois d'ébène que les Arabes vendaient avec les Vénitiens. Comme un cartographe, les fils de celui qui a révélé au monde Mansa Moussa. Mansa Moussa, comment il est arrivé dans l'Atlas catalan? C'est un musulman converti qui, lors d'un pèlerinage à la Mecque, est parti de chez lui, du Mali, dans l'Empire Mali, avec 10 tonnes de l'or et 10 000 esclaves. Et pendant son périple, il balançait des pépites de l'or, de la poussière de l'or partout. À tel point que la cour de l'or dans le monde a baissé. Et cette histoire-là est restée dans la mémoire de l'Occident et de l'Arabe. C'est qui sait, monsieur, où provient tout cet or-là, afin qu'ils puissent les penser de cette manière sans se soucier.
Et cette histoire-là est restée dans la mémoire de l'Occident. C'est comme ça que l'Occident a décidé d'aller vers l'Afrique profonde. Et dans l'école de Sagres qu'a instauré Henri le Navigateur, ils ont réfléchi comment naviguer l'océan Atlantique. C'est comme ça qu'il a créé ces bateaux que nous connaissons tous, la caravelle. Ces bateaux qui a permis aux Portugais d'abord d'avancer, de longer les côtes africaines jusqu'au point Sao Tomé, une île vierge où, en arrivant à Sao Tomé, ils ont écho que de l'autre côté, il y a un royaume qu'on appelle le royaume Congo. Ils vont prolonger et le monsieur arrivera en 1483. L'histoire occidentale voudrait qu'il ait découvert l'embouchure du fleuve Nzadi Congo. Sauf que lorsqu'il est arrivé, il a trouvé un royaume avec des habitants. Comment vous arrivez à trouver des gens qui y habitent et vous parlez de la découverte? Vous voyez le niveau du déni de votre existence, de votre humanité. Et quand j'ai parlé de la bantoocratie, tout ce travail-là s'est fait au niveau de la tête. Ils vont arriver là-bas, ils vont convertir, ils vont prendre des Bantous Congo au niveau du Luanda pour les ramener au Sao Tomé. Ils vont faire l'expérience même de la culture du coton, du canne à sucre, qu'ils vont transplanter plus tard dans les Amériques et les Caraïbes. Lorsque nous parlons de culture de coton, c'est Sao Tomé principe que ça a commencé. Et quand ça a commencé là-bas, tous les personnels qui ont travaillé pour cette cause-là, ils provenaient du bassin du Congo, et en l'occurrence, du Congo, que vous appelez étant indépendant du Congo, Congo, Foa, Angola, Gaba, tout et tout. Et ce sont des choses que, si nous voulons avancer vers un futur meilleur pour tout le monde, nous avons besoin non seulement de guérir ces passés-là, mais d'appliquer une forme de catharsis qui va purifier notre âme, notre esprit, notre cerveau et de surcroît notre corps. Nous ne pouvons pas avancer ensemble, vivre comme en communauté, en occultant une histoire alors que notre existence à nous est justifiée par nos ancêtres qui ont connu des scories inimaginables. Lorsque Diego Cao arrive au Congo la première fois en 1483, il revient la deuxième fois. Et la première fois quand il arrive, il va s'assurer pour son retour au Portugal de prendre quelques Bantous Congo afin de les ramener au Portugal, histoire de les conditionner à pouvoir parler la langue portugaise. Et lorsqu'ils arrivent, ils attrapent des Bantous Congo. Autour du roi, quelques habitants arrivent, viennent dire au roi, Paundele, Pameba Kabambangi Nabeto. Undele en Kimbundu, ça veut dire envahisseur. Undele donnera les mots Mundele, que nous allons appeler, définir par erreur inacceptable les Blancs. Lorsque vous dites Mundele, vous indexez l'envahisseur, parce que je parle toujours du mot et de la linguistique. Lorsque vous sortez un mot, vous devez savoir l'étymologie, l'origine, pour comprendre l'esprit de celui qui diffuse ces mots-là. Et ces personnes-là qui vont venir dire au roi, pendant que le roi était en train de négocier, Nzingakuvu était en train de négocier avec Diego Cao et sa bande, vont lui dire, Baoundela, c'est-à-dire ils sont en train d'envahir, des envahisseurs sont en train de prendre nos frères et ils les ramènent dans les bateaux. La conférence que vous êtes en train de faire ici n'a rien à voir avec ce qui se passe parce qu'ils sont en train d'enlever. Et ce sont ces gens-là qui vont partir et qui vont revenir avec Diego Cao à nouveau en 1489. Et ces gens-là serviront d'intermédiaires. La première usine de création d'avatar. Avatar, c'est un mot sanskrit qui signifie réincarnation. Donc, lorsque j'écris dans le livre Bantoocratie Avatar, j'ai fait allusion à ceux qui sont la réincarnation de nos envahisseurs, de nos agresseurs. Cette école-là, cette usine-là, a été réalisée avec Diego Cao et la première promotion est arrivée à son deuxième retour au Congo. Et ce sont ces gens-là qui vont négocier maintenant avec les rois parce que cette fois-là, ils pouvaient communiquer. Ces gens-là, après 6 ans, 7 ans passés au Portugal, ils parlaient bien le portugais. Et ce sont ces gens-là qui vont vendre la mèche aux rois, qui vont parler de la technologie soi-disant de l'Europe à l'époque, qui vont faire comprendre au roi qu'il doit se convertir au christianisme pour avoir les faveurs du roi du Portugal et surtout devenir ami avec les papes. Les papes, à l'époque, on va revenir, à l'époque, lorsqu'ils sont en train de faire ces négociations-là, c'est Alexandre VI. Alexandre VI est
les fils adoptifs, les neveux de celui qu'on appelle Calix III, qui était le pape, qui est arrivé après Nicolas V. Nicolas V, c'est le pape qui a publié la bulle papale Romanus Pontifex. Nous accusons, avec tout le respect des âmes de toutes les personnes qui ont péri de ces exactions-là. À Nuremberg, lorsqu'ils sont réunis, ils se sont dit, il nous faut un document qui justifie l'œuvre réalisée par les nazis. Et pour avoir ces documents-là, ils ont brandi Mein Kampf. Lorsque vous lisez la bulle papale publiée par Nicolas V, 1454, c'est pire que le Mein Kampf. Vous avez l'ordre d'assujettir les Noirs et les Sarrasins jusqu'à la servitude perpétuelle. Et vous avez même l'ordre et le pouvoir d'assujettir leurs descendants. Et c'est de ça, de cela qu'est parti l'esclavagisme. C'est de là qu'est parti la déportation. C'est de là qu'est parti le mot même génocide que nous parlons. Le mot génocide a pris son sens après la Deuxième Guerre mondiale avec Raphaël Lemki, qui a été lui-même victime des exactions des nazis. Mais le génocide, heureusement, il a pu répertorier tous les génocides d'avant. Mais pourquoi personne ne veut que nous puissions parler de nos ancêtres qui ont été tués? Leurs âmes ont besoin de se reposer en paix. Pour ce faire, leurs âmes ne pourront jamais se reposer en paix s'il n'y a pas eu de justice, s'il n'y a pas eu de réparation. J'ai eu des discussions avec un député français, il y a quoi, 3 mois, qui me disait il faut oublier ces histoires-là de justice et de réparation, parce que... Je sais pas Donc, il me disait, il faut oublier, parce que nous sommes des descendants de ces gens-là, nous n'avons pas participé à cette histoire-là, ce qui s'est passé. J'ai posé la question à ces députés-là, nous sommes bien en France, il existe des châteaux hantés? Oui. Et pourquoi vous parlez des châteaux hantés, des édifices qui sont hantés? Les députés me diront parce qu'il y a des esprits qui apparaissent là-dedans et ça empêche les gens d'y habiter. Ah ouais, les esprits apparaissent, empêchent les gens d'y habiter. Et pourquoi il y a des esprits? Il me dira autrefois parce que leurs âmes ne se reposent pas en paix. Nous avons des ancêtres qui ont besoin de se reposer en paix. Et cette paix-là est justifiée par notre existence aujourd'hui. Tant que nous n'allons pas travailler dans cette direction-là, tant que nous n'allons pas revenir là-dessus, nous allons rester dans cette ornière qui veut que 6 siècles après Diego Cao, le Congo est retourné pire qu'au XIIIe siècle. Et pour faciliter ce travail-là, je vais être vite parce qu'on n'a plus assez de temps. Il y a eu la mort de Nzingankouvu en 1500, 6, 7. La date précise n'est pas vraiment explicitée, mais on parle de 1505, 1506, 1516. Et pendant que Nzingankouvu s'était converti au christianisme, 5 ans après, c'est-à-dire en 1495, il a régné cette religion-là parce qu'il s'est rendu compte que cette religion-là était en train de manquer sa population. Et surtout, pendant qu'il croyait, les autres étaient en train de déporter. Et lors de son apostasie, il a refoulé les Portugais qui étaient au Congo vers Nzundi avec son fils Mbemba Nzinga, Alphonse Ier soi-disant. Et ce monsieur-là s'est retiré en Nzundi avec les troupes portugaises qui sont venues en force surpris à Nzingankouvu. Lorsqu'il est mort, dans la tradition Congo, le pouvoir vient dans les matriarcats. Donc, on parle de Nzinga, Nchaku, et quoi? Les Bakongo parlent de Makuku Matatu Malamba Kongo. Makuku, en Kikongo, Kuku, ça veut dire la cuisine. Makuku, c'est-à-dire les 3 cuisines. Makuku Matatu, les 3 cuisines qui vont transformer les Congos. Et pour transformer les Congos, il faut être spirituel, il faut être politique et de surcroît scientifique. Nchaku Nzinga. Pour être politique, c'est-à-dire celui qui va diriger, il faut provenir d'Nzinga. Sauf que les fils de Nzingankouvu n'étaient pas ici de Nzinga, étaient Nzaku.
Et les honorables Congo, on appelle les Né-Congo, un terme qui a créé une polémique impossible dans la diaspora lorsque nous disions que nous sommes des Né-Congo. Les Né-Congo, s'il faut les traduire simplement ici, on pourrait dire honorables Congo. Ce sont des délégués de la société, de la population, qui réfléchissent sur l'héritage. Et chez les Congo, à l'époque, les pouvoirs se faisaient par cette élection-là, c'est-à-dire les Né-Congo, les honorables se réunissaient, choisissaient selon la lignée. Si on n'est pas Nzou, on vous met de côté. Si vous êtes Nzanko, on vous met de côté. C'est les Nzinga qui doivent hériter. C'est pourquoi vous voyez les Bakongo, ils parlent tout vent. Le pouvoir se trouve chez les mamans, les matriarcats. Mon fils n'a pas assez de pouvoir que mon neveu. Et les fils à Ndjingakouvou étaient Nsakou. Donc, il n'était pas héritier du pouvoir. Et sa maman, vous les femmes, je parle de ça aussi bon, dans Bandoukassi, tome 1 et tome 2. Je parle aussi de la femme Congo parce que vous avez une responsabilité énorme. Pour développer la société, c'est la femme qui éduque la nation. Lorsque vous leur dites éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, c'est la vérité. Parce que dans nos familles, ce sont les mamans qui tirent les règles. On peut bien acclamer, monsieur. On peut acclamer les mamans, on peut acclamer les mamans. Merci. Nous passons plus de temps, nous, les hommes, au travail, et ce sont les mamans qui passent du temps avec leurs enfants. Ce n'est pas en vain que l'enfant passe 9 mois dans le ventre de sa maman. Pendant 9 mois, l'enfant parle avec sa mère. Des histoires que vous et moi, les hommes, nous ne connaîtrons jamais. Et 9 mois après, l'enfant va sortir. C'est la maman qui va prendre soin de cet enfant-là. Voilà même pourquoi Willy Lynch, ce penseur esclavagiste, a parlé de la fabrication d'esclaves. Il a dit aux Américains, on va arriver à y arriver. C'est simple. Pour faire les esclaves, faisons comme on fait avec les juments, avec les chevaux. Lorsque nous conditionnons la jument, cela va conditionner sa progéniture. Et pour y arriver, on montre à la jument une violence impossible. Et par instinct maternel, elle va travailler de manière à protéger ses enfants. Connaissant la violence de la successeur, de l'envahisseur, la maman qui a été, disons, témoin, son homme le plus fort du village, a connu avec les envahisseurs, elle va préserver ses enfants. Soumettez-vous, je ne vais pas vous perdre. Et c'est cette logique-là qui a voulu que la femme Bantou Congo soit dans une posture telle que lorsque vous allez dans les réseaux sociaux aujourd'hui, vous prendrez comme exemple, la grosse bêtise est diffusée par la femme Congo. La grosse bêtise, là nous sommes en train de parler de Maniké. Nous sommes en train de parler de, comment il s'appelle, Alia. Lorsque vous partez en Afrique de l'Ouest, vous verrez que ceux qui diffusent la polémique, l'idiotie et aucune malintelligence, ce sont d'abord les femmes. Et nous, les hommes, lorsque nous allons sur les réseaux sociaux, parce que c'est les médias qui nous permettent de nous connecter aujourd'hui, dans la plupart des temps, nous passons notre temps à liker, à aimer les publications des femmes. Faites un tour sur mon mur. Ça fait 2 mois que je parle de cette rencontre. Regardez le nombre de vues et de j'aime. Mais allez voir ceux qui parlent de cette polémique ignoble. Pendant que vous parlez de cette polémique-là, il y a un génocide qui s'opère dans les silences totales au Congo. Les troupes rwandaises avancent. Comptons les jours, peut-être dans une semaine, dans 3 jours, ils seront à Goma. Voilà, les soi-disant M23 qui sont en réalité Rwanda Defense Force, les forces armées rwandaises. Et maintenant, posez-vous la question, qu'est-ce qui fait qu'un petit pays comme le Rwanda puisse avoir autant de moyens militaires pour assujettir un grand pays comme le Congo? La question ne se pose pas au Rwanda, il faut regarder vers l'Occident. C'est là, c'est dans ces pays-là qu'on fabrique les armes. La Kalachnikov qu'utilise ceux qui se battent au Congo, qui tuent, n'est pas fabriqué au Congo. Les M16, les Uzi, les militaires nous diront, toutes ces bombes qu'ils utilisent ne sont pas fabriquées au Congo. Comment se fait que ces gens-là ont ces moyens militaires pour tuer aussi facilement et dans le silence total du monde? Lorsque Nzingakouvou est mort, il y a eu un conflit entre son fils, Mbemba Nzinga, et son autre fils, Mpanzu, qui était en réalité son évêque. Donc, les honorables Congo se réunissent, ils se disent, selon la tradition, le pouvoir ne va que chez Nzinga. Et votre fils légitime
n'est pas Nzinga. La tradition veut que nous puissions passer le pouvoir à votre fils. Et ils ont choisi Mpanzu Nzinga comme roi. La maman, Éléonore, il n'y a pas un autre nom qui identifie cette dame-là. Éléonore, qui savait que son mari est mort, envoyé vers Tchoundi pour être retiré son fils, pour lui dire de venir rapidement. Parce que s'il n'arrivait pas, l'autre va prendre le pouvoir à sa place. Et pendant son arrivée, d'après l'explication que nous connaissons de l'histoire, qu'est-ce qu'on nous dit? Alphonse Ier aurait croisé la croix, la même croix que Constantin aurait croisée en 312. Et au nom de cette croix-là, avec l'aide des Portugais, ils vont faire un massacre impossible, ils vont prendre le pouvoir. Et c'est comme ça que Pandu sera démis de ses fonctions contre la tradition Congo. Et c'est comme ça qu'Alphonse Ier, c'est lui qui est le plus grand avatar de l'histoire de l'humanité noire. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas mieux. Bon, pas le premier traître, mais c'est le plus grand. C'est lui vraiment qui a ouvert la porte à tout ce monde-là qui est venu faire tout ce que nous savons. Et pendant qu'il prenait le pouvoir, Christophe Colomb avait déjà découvert l'Amérique. Et en découvrant l'Amérique, au Sao Tomé Principe, la culture du coton et du canne à sucre, et les révolutions internes qu'il y avait dans le royaume Congo, qu'est-ce que les Espagnols et les Portugais vont décider? On va ramener le monde du bassin du Congo vers l'hémisphère ouest. C'est comme ça que vous allez retrouver vos frères aux États-Unis, dans les Caraïbes, dans les Antilles. 45% de la population noire des Amériques, des Antilles et des Caraïbes proviennent du bassin du Congo. Et cette politique-là a continué pendant pratiquement un siècle, jusqu'à ce qu'un révolté écorché vif Congo, Vitankanda, arrive au pouvoir. Et il dira, oh, c'est fini. Cette histoire-là d'attraper nos frères et les envoyer d'où on essaie, c'est fini. Et ça a voulu les foudres du roi du Portugal. Et le roi portugais intimera l'ordre à ses troupes d'assujettir ces messieurs-là. Il y aura une grande bataille le 29 octobre 1665. Cette bataille mémorable qu'on appelle la bataille d'Ambouila, bien sûr, merci beaucoup. Lors de cette bataille-là, il va soulever la population Congo contre les étrangers. À cette époque, il y avait les Portugais, il y avait les Hollandais, il y avait les Anglais, il y avait les Espagnols et les Français. Et les Anglais. Bon, on me dit qu'on est à la fin. C'est dommage que je ne puisse pas dire tout ce que j'ai à dire. Donc tous ces gens-là vont faire de manière à tuer Vitankanda. Et lorsqu'ils vont les tuer, avant de les tuer, Vitankanda va révéler cette prophétie qui veut que nous soyons aujourd'hui plusieurs nations réunies. Le Congo est une pierre qui ne se brisera jamais. Le rêve de nos ancêtres était de réunir l'océan Atlantique à l'océan Indien, réunir les nord de l'Afrique et le sud de l'Afrique. Et c'est comme ça que nous allons créer la nation Congo. Lorsque nous parlons du panafricanisme, Vitakanga, avant sa mort, c'est ce qu'il va déjà prédire. Et cette prédiction-là, heureusement aujourd'hui, nous, les enfants de la prophétie, nous avons repris les flambeaux et nous allons travailler de manière à arriver à point. Et après la mort de Vitakanga, c'était le déclin du royaume Congo. Et ce déclin-là a voulu que des expéditions se fassent, des explorateurs viennent, et des conflits entre les Anglais, les Français, les Portugais, les Allemands, tous, chacun voulait avoir sa part du gâteau. Et ce conflit-là, pendant qu'il y avait ce conflit-là, un prêtre viendra s'hasarder dans les Grands Lacs, un monsieur qui s'appellerait Livingstone. Et en arrivant dans le Grand Lac, il va se perdre. Et la nouvelle passe dans toute l'Europe, hein, il faut retrouver Livingstone. Un aventurier. Henry Morton Stanley dit, je vais relever les défis. Henry Morton Stanley, il avait la nationalité anglaise, mais lorsqu'il est arrivé au Congo la première fois, il était américain. Et il va relever les défis jusqu'à trouver Livingstone. Il relate son histoire, comment j'ai retrouvé Livingstone. Ce sont des références qu'il faudra, moi je conseille à tous les Congomans, tous ceux du bassin du Congo de lire. Et Livingstone va lui montrer la source du fleuve Congo dans le Tanganyika,
dans le Luaba, pardon, et Harry Morton Stanley va remonter le fleuve Lenza du Congo jusqu'à son embouchure. Après, il va revenir en Europe, il va relater son histoire, il devient célèbre. Donc, comme une star des rock aujourd'hui. Et une deuxième fois, il va revenir au Congo, il va remonter cette fois-là de l'embouchure jusqu'à la source. À son retour, à Marseille, en France, une délégation va l'accueillir. Un conseiller des rois de la Belgique, Léopold II, et l'ambassadeur plénipotentiaire des États-Unis entre 1860 et 1871. Sanford, c'est lui qui va instiguer les États-Unis à faire que l'Association internationale africaine qui était transformée à l'Association internationale du Congo, qui fera que les présidents des États-Unis puissent reconnaître cette organisation-là comme gouvernement, comme un État. Avant même la conférence de Berlin, l'Association internationale du Congo était reconnue par les États-Unis d'Amérique. Et qui a fait ce travail-là? C'est Sanford. Sanford qui était l'ami à Léopold II. Ne vous étonnez pas lorsqu'il y a des problèmes au Congo, il faut que les États-Unis, lorsqu'il a accueilli Henry Morton Stanley à Marseille, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Pourquoi la Belgique est prête à se soumettre aux injonctions des États-Unis lorsqu'il y a des problèmes au Congo? Tout se trouve là. Et lorsqu'ils vont réclamer et reconnaître ces pays-là, ils vont se retrouver à la conférence de Berlin pour éviter les désordres qu'il y avait dans le bassin du Congo. Et dans la conférence de Berlin, les États-Unis vont s'imposer pour que l'État indépendant du Congo soit reconnu comme propriété privée du roi des Belges. Et surtout, une zone de libre-échange. Pourquoi une zone de libre-échange? Tout le monde pouvait venir commercer au Congo comme il veut, tant qu'il respectait les lois établies, il n'y a pas de problème. Lorsque vous avez l'East African Community au Congo, vous devez comprendre que vous êtes toujours dans les délires de la zone de libre-échange. Lorsque les Rwandais entrent comme ils veulent, ils sortent. Vous êtes toujours dans la logique de la zone de libre-échange. Voilà pourquoi moi, lorsque je m'adresse à mes compatriotes à propos de ces territoires-là, je vais m'arrêter là parce qu'on n'a plus assez de temps. Je me réfère toujours à cette organisation-là. Je dis toujours à mes frères, ceux qui ont créé cette surface-là que vous appelez État indépendant du Congo, aucun de vos ancêtres était présent à la conférence de Berlin. La création d'un pays, d'un État, d'une nation naît de la réflexion des fils héritiers de terre, héritiers de sang. Lorsque ce sont vos agresseurs, vos assujettisseurs qui créent ces pays-là, vous pensez que lorsque vous reconnaissez ces pays-là comme étant les vôtres, tout ce que vous produirez dans ces pays-là sera à votre service. C'est des questions spirituelles. C'est de la spiritualité. Et cette spiritualité-là, pour en arriver là, il fallait créer des camps de concentration spirituelle. Il fallait créer des institutions de conditionnement idéologique. Les camps de concentration spirituelle, c'est quoi? Les églises, les temples, les mosquées, les loges, les synagogues, tout ce que vous avez là, qui n'a rien à voir avec vous. Voilà pourquoi j'ai posé la question lorsque Jésus est arrivé au Congo. Avant lui, il n'y avait pas d'histoire chez nous. Ici en Belgique, lorsque vous allez au musée des sciences naturelles, vous allez trouver les os du Shango. On vous parle de 23 000 ans avant Jésus-Christ. Comment Diego Cao peut découvrir ces pays-là avec la prétention d'apporter la civilisation? Et comment les créateurs de l'État indépendant du Congo, en l'occurrence Léopold II, le roi des Belges, va avoir la prétention de venir sauver ces pays-là en leur apportant la civilisation? 23 000 ans avant Jésus-Christ, lorsque vous parlez des mathématiques, vous parlez de l'algèbre, des calendriers lunaires, ça se trouve ici en Belgique. Et nous demandons de ces faits en ce moment la restitution de ces objets qui appartiennent à nos ancêtres. Pendant qu'ils ont créé leurs institutions de conditionnement spirituel et idéologique, qui sont les écoles, qui est aussi la force publique qui deviendra votre armée, on va créer une profusion des avatars qui, dans les années à venir, en théorisant, en s'adaptant à la théorie de Willy Lynch, vont remplacer l'agresseur. De ce fait, nous n'allons plus accuser l'agresseur directement parce que celui qui pointe l'arme contre moi, c'est mon frère. Lorsque vous tuerez sur Kagame, j'ai posé la question ici au Rwanda, on fabrique des Kalachnikov. Et où est-ce qu'ils obtiennent ces Kalachnikov-là? Ici. Donc,
Dans le livre Bantoocratie, c'est de ça qu'il est question. Et pendant ces temps-là, avec Dunlop qui avait découvert les pneus, il y aura les génocides où nous parlons de mains coupées au Congo, jusqu'à 1908. J'ai parlé de 13 millions de morts. Isidore Ndawel en parle. Il y a les rapports de M. Casment Odia, qui était diplomate anglais, disons, au Congo, qui parle des exactions inimaginables, des atrocités que même dans les pires cauchemars du diable ne pourront jamais exister. Nos frères, Banamongo, c'est qu'on appelle ceux qui sont dans les côtés de comment ils appellent les dégâts. Basakata. Allez poser au Basakata s'ils peuvent remonter leur histoire à plus de 2 siècles. Il n'y en a pas pour la simple raison que sur ce territoire-là, on a coupé des mains. Lorsque vous êtes incapable de ramener les quotas voulus et que vous avez déjà les mains coupées, on allait chez votre fils, on coupait les fils qui n'ont rien à voir. Et lorsque les fils n'avaient plus de mains et de pieds, c'est sur votre femme qu'on venait arracher les seins. Et on nous demande d'oublier. Pendant ce temps-là, dans la procédure du camp de concentration spirituelle et les expéditions qui sont réalisées dans ces pays-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont spolier, profaner les tombeaux de vos ancêtres, les œuvres d'art, qui est le message même que l'écriture que vos ancêtres avaient laissé pour vous. Parce que chez moi, lorsque mes ancêtres, moi je suis Nganga, vous parlez de Nganga Ngisi, Nganga Nzambi, c'est mon nom, je le porte. Lorsque nous réalisons une œuvre, cette œuvre-là porte l'esprit, l'entité même de la communauté. Et nos ancêtres réalisaient ces œuvres-là pour protéger la société. Ce sont ces œuvres-là qui protégeaient la communauté. Il y avait des femmes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. En allant consulter ces œuvres-là, on devenait fertile. Lorsqu'il y avait la sécheresse, on invoquait, il y avait la solution. Et lorsqu'il y avait des agresseurs, on invoquait Kampiangu, qui signifie chasseur, ou le Kisinkondi. Et ici, lorsque nous avons demandé à faire la présentation du livre Bantoocratie, parce que dans mon village, les Kikuku, ici même, il y a une statue qui appartient à ma famille. Ça se trouve quelque part là, ça s'appelle Kisikoni. Ils ont arraché ça à Nekoukou. Et c'est lui qui a arraché cette statue-là, il explique comment il a fait pour les prendre. Alexandre Del Commune. Il est honoré par la Belgique en ayant fait des razzias dans mon village, en ayant tué, brûlé. C'est pourquoi je disais à la personne qui a facilité cette occasion, et je ne cesserai jamais de remercier, c'est la deuxième fois que je suis ici. La première fois que je suis venu ici, j'étais encore étudiant. La deuxième fois que je suis arrivé encore 1 mois. Et la personne qui m'a accompagné a tout de suite compris que je n'étais plus bien. Parce que je rentre dans une prison spirituelle. J'ai le message des héritiers de cette œuvre-là de Nekoukou. Papa Alphonse Bakou Kapita. Il se trouve encore au Congo central. Il a même un message pour M. Mathieu, je ne sais pas qui c'est. Cette statue-là doit retourner chez nous. On fait le statut! On fait le statut! On fait le statut! Si on fait le statut! On fait le statut! On fait le statut! Personne ne va nous empêcher de le prendre! Personne! Personne! Aujourd'hui, on va tout récupérer! Et quand je l'ai dit, vous devez savoir que j'ai parlé de mon clan, de ma tribu, de ma famille. Le Congo a 450 ethnies. Chaque ethnie, il y a des pièces de vos clans et de vos tribus qui se trouvent ici. La raison de notre présence est qu'en sortant d'ici, nous allons faire une procession et nous allons réveiller les esprits de nos ancêtres. Ce qui est même la quintessence du livre que nous avons appelé Bantoocratie 2021, la révolte de... Est-ce que tout le monde peut s'élever? Tout le monde peut s'élever dans la salle? Est-ce que tout le monde peut s'élever pour écouter sa conclusion dans les dernières minutes? Est-ce que tout le monde peut s'élever? Et pour conclure, parce qu'on n'a pas assez de temps. Chacun doit sentir quelque chose en lui pendant que nous parlons. Il y a une connexion dans la salle, ça je vais vous le dire. Nous sommes spirituels pendant que nous parlons. Nous savons ce que nous faisons ici, maintenant. Chacun doit comprendre. Chacun doit comprendre qu'il y a une partie de lui dans ce bâtiment. Il s'agit de cela. Chacun doit saisir. Bantoocratie, c'est la révolte de l'esprit. Ici, nous nous adressons pas à nos amis, nos camarades, blancs, français, belges. Nous ne parlons pas de ça. C'est nos amis. Nous les aimons, nous les côtoyons et nous marchons ensemble. Mais eux aussi
ont été escroqués par un système. Nous parlons de la révolte de l'esprit. Bantoukassi, dans chacun de nous, c'est l'ADN que chacun doit capter. En lingala, on dira en Congo africain, que tu sois malien, que tu sois tchadien dans la salle, que tu sois ivoirien, nous parlons de l'Afrique, nous parlons du Bantoukassi. Il a fallu qu'un jour, un enfant s'élève. Il s'appelle Zorobilal Solarien. Est-ce qu'on peut apporter l'acclamation de cette nation? Nous sommes nombreux dans la salle. Nous sommes les grands frères. Nous sommes tout le monde. À Paris, nous avons compris que cette réforme à quelque chose. À Paris, nous avons compris qu'il nous a révélé quelque chose. Il a dit tout haut ce que beaucoup de gens ne voulaient pas dire. Et je passe aussi ici en disant que les livres, pour raison des temps, se vendent au-dessus, en haut. Parce que parmi nous, il y a des gens qui ont des tickets comme moi pour visiter le musée à côté. Parce que le musée ferme à 18 h, pendant qu'il va conclure. Je lui donnerai la parole après. Il va conclure. Mais ne rentrez pas sans lui dire un petit mot. Encouragez-les, félicitez-les. Mais surtout, prenez ces livres-là, en tout cas, au-dessus. Ils ne coûtent pas 20 €, 25 €. Ils coûtent beaucoup plus que ça. Ça, c'est la connaissance. C'est la notice. C'est le mot d'emploi. En nous, il y a quelque chose. Nous sommes tous réveillés. On ne pourra plus rien nous dire. Notre génération est révoltée. Trop, c'est trop. Ingeta. Sur la conclusion, nous remettons la parole à l'orateur qui vient pour la conclure. Il va conclure. Je pense que nous avons excédé notre timing, donc nous allons conclure. Et j'ai parlé de Makoukouma Tatoumala Makongo, sciences, politique et spirituelle. Je vais conclure par la politique. La situation au Congo aujourd'hui et en Afrique, que ce soit au Mali, au Tchad, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, partout, est une situation qui veut que les avatars qui sont nés depuis les camps de concentration spirituelle tiennent le pouvoir. Et ces avatars-là ne sont pas au service du peuple de l'Afrique. Au Congo, aujourd'hui, nous avons un monsieur qui s'appelle Félix Tshisekedi. Le ministre des Affaires étrangères de la Belgique et de la France, Yves Le Drian, lorsqu'ils ont publié ces messieurs-là, président, ils ont dit tout de suite que ces résultats-là ne reflétaient pas la vérité des urnes. Comment ça se fait que ces messieurs-là arrivent en Belgique sur le tapis rouge et peuvent partir partout, être accueillis comme le président de la République à démocratiser du Congo? Mon message est à vous, peuple congolais. Vous, les politiciens congolais qui êtes en train d'endormir le peuple, pendant que les vôtres sont en train de se faire massacrer à l'Est, pendant que nous parlons de génocide. Il est temps de faire sortir ces peuples-là de ces sommeils impossibles et que c'est à vous, le peuple, de devenir pour les livres, on n'aura pas le temps de répondre aux questions, moins que Mathieu puisse nous autoriser. Les livres, vous pouvez l'avoir sur Amazon. Chez vos libraires, vous allez demander Bantoukassi 2021, la révolte de l'esprit. Tout ce que j'ai dit ici est développé en détail. Et là, je suis allé un peu plus loin parce qu'il s'agit du tome 2 aussi. Et le tome 2 va sortir bientôt. Nous avons quelques exemplaires au-dessus. Il faut absolument commander, il faut l'acheter. Pour ceux qui veulent prendre sur place, nous avons amené quelques exemplaires au-dessus. Vous pouvez payer sur place et récupérer. Donc, je vais arrêter là. Nous demandons à la Belgique, au roi des Belges, de restituer tous les objets de nos ancêtres qui se retrouvent dans cet édifice qui est une prison spirituelle. Aujourd'hui, aujourd'hui, nous sommes venus en paix. Il y a un livre qui a la prochaine fois, nous reviendrons comme des Kessa. Restitution! Est-ce qu'on peut applaudir plus fort? Nous avons un livre qu'on a fait circuler, si on peut nous les ramener. Merci madame. Est-ce qu'on peut encore acclamer très très fort, soutenir l'auteur, soutenir l'écrivain? On a besoin de vos soutiens. Parce que faites une photo avec lui, faites une petite photo avec lui. Oui. Attention les enfants.
Finda.